Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que c'est une vidéo que vous adorez, c'est le top de mes lectures de cette année. Alors moi je prends toujours parti de vous parler de mes tops et pas forcément de vous parler de mes flops. Je vais peut-être parler de quelques déceptions dans la vidéo de la semaine prochaine sur mes envies de lecture de 2024 et surtout un petit bilan. Est-ce que j'ai bien répondu à mes objectifs de l'année dernière? Et avant toute chose, je voulais simplement m'excuser pour le décor. D'habitude vous avez droit à la magie, au sapin et à la lumière, là vous avez droit à des vieilles bibliothèques toutes vides qui font un peu peur. Normalement la semaine prochaine, on devrait être dans un décor un peu plus sympatoche. Et avant de commencer, j'ai 2 points à vous dire. Le premier, c'est la campagne Ulule qui se termine dimanche prochain. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a la suite et fin de La Gardienne du Chardon, donc Les Voiles de l'Oporum, qui sort en février-mars 2024, qui sera donc la suite et fin de cette saga, qui suit donc les histoires de Isobel Galloway, héritière de la couronne d'Écosse, qui perd sa sœur, qui est contrainte de vivre sous la cour de la reine Victoria depuis l'enfance, cour qui flotte au-dessus de Londres. Victoria est devenue immortelle grâce à un sérum, elle se nourrit de créatures qui se nomment les sources, créatures apparues au XVe siècle, qui ont établi des accords de paix avec les hommes en délivrant certains de leurs pouvoirs, mais l'une d'entre elles va trahir ce serment, et Victoria va rentrer dans une guerre contre elle assez violente. Et cette politique, elle est d'autant plus violente envers son peuple, qui a décidé de se soulever grâce à l'aide de confédérés de l'Union Libre, qui sont des petits rebelles venus des États-Unis. Isobel va devoir essayer de survivre dans une cour qui lui veut la peau, et surtout va devoir essayer de cacher sa véritable nature. C'est un texte qui est plutôt tourné dans son tome 1 sur le complot politique et le travail des personnages. Dans le tome 2, on a aussi beaucoup plus d'aventures et de voyages. On va aller aux 4 coins du monde, et c'est un livre toujours publié en France de A à Z, non distribué sur Amazon et imprimé sur papier recyclé et renouvelé. On est toujours dans une démarche assez éthique, voilà, le plus qu'on peut avec cette maison d'édition. Et on vous remercie pour votre soutien, on est en route vers les 200%, on espère, on croise les doigts, les atteindre. Et je vous en remercie énormément de concrétiser ce projet qui signe la fin de ce cycle et sûrement la fin avant de longues années de l'écriture de ma propre plume, hein, c'est-à-dire que je ne pense pas réécrire avec le nombre de travail que j'ai à effectuer tout au long de l'année. Et aujourd'hui, je voulais aussi vous rappeler que le samedi 16 décembre, je serai donc à Imar, au marché de Noël. Imar, ça se situe à une vingtaine de minutes, même pas, de Rouen. Petit marché de Noël, voilà, de campagne, où vous pourrez retrouver le Père Noël si vous êtes dans le coin, et ça n'a aucun prix. Avec donc tous les ouvrages des 3 Nantes, je serai là pour les dédicaces et pour discuter. Et on commence tout de suite le top. Le top va bien sûr reprendre les lectures bilan de la mi-année que j'avais fait au mois de juin, et en fait c'est un peu kiff, il y a 5 livres que j'ai gardés de ce bilan parce que c'est vraiment le début de l'année, et il y en a 5 autres que j'ai rajoutés. Alors il y a des coups de cœur qui sont plus ou moins des coups de cœur. Comme je vous dis, je suis beaucoup plus critique dans mes livres, du moins pour susciter le coup de cœur ou l'intérêt particulier pour un livre, ou du moins ne pas trouver forcément énormément de défauts à ce livre. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, et il n'y en a pas forcément 10 à vous présenter. Là, j'en ai pris 10. Il y en a 1 ou 2 qui sont un petit peu moins des coups de cœur. C'est surtout que c'est des sagas où je prends énormément de plaisir. C'est voilà, une nouvelle découverte, et surtout les derniers tomes m'ont énormément plu. Le premier, c'est une lecture en anglais. On commence bien, vous ne pouvez pas le lire en français parce qu'il n'est pas encore sorti, et que c'est pas prévu, qu'il y a des questions de droit qui sont en jeu, et que si c'est traduit en français, ça ne m'arrange pas forcément dans la maison dans laquelle ça va être traduit, sincèrement. Mais c'est La Guerre du Pavot de R.F. Kuang. Alors R.F. Kuang, vous la voyez partout en ce moment avec Babel, Babel que je ne lirai pas chez De Saxus, hein, parce que vous savez très bien que je suis assez engagée contre les méthodes de cette maison d'édition. Si je lis Babel un jour, je le lirai en anglais, mais c'est pas forcément prévu. Moi, je préfère plutôt me tourner vers cette saga de R.F. Kuang, qui me semble est une de ses premières sagas, saga de la guerre du pavot, qui est de la... C'est pas de la dark fantasy, alors c'est de la fantasy chinoise, très sombre, voilà, vraiment très sombre. On suit donc l'histoire d'un personnage qui vit, donc c'est une jeune femme dans le premier tome, dans une contrée de cette Chine fictive assez pauvre, qui vit sous le gîte de son oncle et de sa tante, qui essaye de la vendre en fait au plus offrant pour le mariage, et elle décide, Rin, de ne pas épouser un vieux mec, mais au sens vraiment c'est un vieux mec, c'est le gars
à 80 ans et décide de s'entraîner très 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 difficile pour rentrer dans l'académie militaire de son pays à la capitale. Cette académie militaire est extrêmement prestigieuse et donc Rin va se faire du mal au sens propre, c'est-à-dire qu'elle va se forcer à ne pas dormir en s'enfonçant, il me semble, des trucs dans la main ou je ne sais plus, pour parvenir à ses fins. Et Rin, c'est une femme déterminée et elle parvient à acquérir en fait les compétences pour rentrer dans cette académie militaire. Académie militaire où dans la première partie du tome 1, elle va faire ses classes pour ensuite partir à la guerre parce que ça forme les futurs soldats. Et il faut savoir que c'est un monde où il y a des chamans qui se droguent, voilà, pour X et X raisons, avec certains dons, c'est un univers très particulier, très original, et donc dans le tome 2, ce qui est assez compliqué à vous expliquer, c'est que le tome 1 a un énorme cliffhanger à la fin. Rin prend une décision stratégique et politique extrêmement blâmable. C'est-à-dire, c'est un des tomes qui m'a le plus choqué sur le côté neutre, voire noir du personnage, dans le sens que Rin, elle fait des actions qui sont extrêmement blâmables au niveau de la moralité. Et le tome 2, en fait, ce qui est vraiment ce que j'ai adoré, c'est au-delà du fait que on se rend compte que des trahisons de Rin, qui se rend compte de la manipulation de l'armée et des combats, vraiment il y a énormément de trahisons, des rebondissements. Ce que j'aime aussi dans R.F. Kuang, c'est le travail en fait sur le monde qui est fait avec cette magie particulière. Ce qui m'a convaincu pour vous dire que ça a été dans mon top cette année, c'est le travail de la responsabilité des personnages. C'est ce que j'ai aimé, c'est que ici Rin, elle est dans l'acceptation qu'elle a fait un truc de horrible et dans la non-acceptation. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la question du pardon. Il y a tellement de choses à dire sur ce roman, mais j'ai adoré ce qu'il est beaucoup plus dans l'action, dans la trahison, mais surtout ça aborde des thèmes qui m'ont plu. Donc voilà, le côté de la responsabilité, le côté de l'addiction avec ces chamans qui sont aux prises avec certaines substances, donc l'opium ici, et surtout il y a aussi la relation à l'amour. Alors pas les relations amoureuses, la relation à l'amour dans le texte, avec des scènes que j'ai trouvées extrêmement touchantes. Ce que j'aime chez R.F. Kuang, c'est hyper crédible au niveau des combats, c'est-à-dire que les gens meurent, quand Rin elle se blesse, voilà, c'est pas du genre elle va survivre à tout bout de champ. J'aime ce côté assez froid et militaire du texte. Ça me fait penser un peu à Poudre-Mage dans ce délire-ci. Moi, franchement, La Guerre du Pavot, c'est une série que je vous recommande parce que le premier tome fait très fantasy un peu classique avec de la fantasy de formation dans une école, mais quand tu passes la moitié, au début c'est un peu perturbant, j'avais trouvé ça un peu brouillon, la deuxième partie du tome 1, mais là le tome 2 j'étais convaincue et j'ai le tome 3 dans ma palle, je vais le lire l'année prochaine, mais j'ai tellement hâte parce que ça place des jalons où en fait les personnages ont tellement évolué dans leur façon de concevoir le monde, même stratégiquement parlant, la guerre, genre il y a des trahisons dans le texte, à la fin j'étais en mode c'est pas possible là, on peut pas faire ça. Et le travail des personnages est vraiment bien fait, c'est-à-dire que les personnages sont neutres, sont nuancés, sont bien travaillés, et les thématiques qui sont pas forcément des thématiques qu'on voit partout en fantasy, et c'est ce que j'ai aimé. Voilà, moi La Guerre du Pavot, je suis conquise, mais comme vous le savez sans doute, il y a eu une première traduction en France qui a été chez Actes Sud, première traduction qui n'a pas forcément très bien fonctionné au début, et surtout l'autrice ne veut plus travailler avec cette maison d'édition là parce qu'il y a eu du whitewashing sur la couverture du grand format. Whitewashing, c'est le fait de blanchir la peau des personnages, et c'est d'autant plus raciste que c'est vraiment dégueulasse dans le sens que le texte te parle du racisme. Et c'est aussi le cas dans le tome 2, c'est-à-dire que Rin, elle se rend bien compte qu'elle vient d'une classe pauvre et que la plupart des gens qui l'entourent viennent des hautes sphères, et le fait qu'elle a la peau foncée, parce que c'est le cas, traduit aussi du racisme du texte. Donc voilà, R.F. Kuang, elle est assez engagée sur ces questions-là, donc c'est un peu glissant. Donc voilà, La Guerre du Pavot, tome 2, de toute façon, je pense que le tome 3 va être en apothéose, mais c'est vraiment une excellente série. Et vraiment, ça rentre dans cette fantaisie chinoise très militaire que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous présenter un album. Alors, album que je peux pas vous montrer parce que tout est dans des cartons. Je vous laisse vous référer au bilan de la mi-année. C'est Histoire nordique. Histoire nordique, ça a été un coup de cœur parce que ça a été autant un coup de cœur pour les histoires que l'objet livre. L'objet livre, alors déjà, le travail esthétique sur la couverture, les différents bossages et tout est magnifique. Le travail d'illustration dans le texte est tout bonnement sublime. Ça fait un peu crayon de couleur, la façon dont c'est fait. C'est une artiste qui vient des pays scandinaves. J'adore vraiment son travail. L'objet qui est carré, vraiment, au niveau objet, c'est mon coup de cœur de l'année. Je le trouve extrêmement beau. Alors malheureusement, il est imprimé en Chine, mais c'est un petit bijou.
Petit bijou qui est agrémenté de quelque chose que j'ai adoré, c'est-à-dire les contes. Alors, Histoire nordique, c'est un recueil de contes qui viennent des pays scandinaves, des contes traditionnels. Et ce que j'ai adoré dans ce texte-ci, c'est que c'est souvent des contes qu'on ne retrouve pas dans nos cultures occidentales. Vraiment, c'est assez éloigné, il y a toute l'ambiance du froid et des créatures. On va retrouver une histoire avec un ours polaire, par exemple. On va retrouver des histoires extrêmement cruelles. C'est ce que j'ai aimé, c'est pour les enfants, mais c'est extrêmement cruel. Il y a une histoire où c'est une jeune femme qui, pour revoir sa famille, doit assassiner quelqu'un tous les ans. On adore. On va avoir tout ce qui est troll, gnome, voilà. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément plu, dragon, dans le sens que c'est très fantasy, les inspirations que ça a donné, et qu'on retrouve des tropes qu'on retrouve dans l'imaginaire. Il y a aussi des contes que je trouve très divertissants, parce qu'ils sont cruels et beaux en même temps. Le premier, parce qu'il m'a énormément marqué, c'est l'histoire, parce que ça a été repris. Voilà, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a des dérivés aussi chez nous. C'est l'histoire donc de 3 frères qui ont un daron qui leur dit bon, il va falloir que vous vous mariez, parce qu'à un moment, vous coûtez trop cher. Voilà, faites votre vie, partez, trouvez une femme, et soyez heureux, quoi. Et pour ce faire, les garçons ont la bonne idée, ou du moins le père a la bonne idée de couper des rondins de bois en fonction de où tombe le tronc, et bah faut prendre cette direction pour trouver une femme. Le premier, paf, il va voir, il tombe dans le nord, voilà, il suit, il trouve une femme, il la ramène. Le deuxième, pareil, dans le sud, et en plus c'est une nana, il se dit merde, je connais une fille dans le sud qui me plaît bien, je me marie. Et le troisième frère, lui, il a l'arbre qui tombe à l'ouest, et l'ouest c'est la forêt. Et le mec se dit avoir du mal à trouver une femme dans la forêt. Voilà. Il marche, et il tombe sur une maison avec une petite souris. Petite souris, notamment très élégante, très charmante, très polie, qui lui dit « Ma chérie, tu vas devenir mon mari. Vous ne posez pas de questions, c'est un conte. » Et le père va décider de poser en fait des sortes d'épreuves à ses belles-filles sur qui serait la meilleure belle-fille. En fait, la souris s'en sort toujours, et voilà, ils se marient, ils ont plein d'enfants. Voilà, ils se marient, voilà, c'est une princesse, machin. Bon. Ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a un côté humoristique, il y a le côté très nordique dans les paysages, dans la culture même qu'on retrouve, et moi j'ai adoré parce qu'il y a des contes que j'avais vraiment jamais lus, voilà, dans ces formes-ci, dans la manière dont c'est fait, il y a des choses aussi qui sont attraits quasiment à l'histoire de ces pays, j'ai vraiment aimé, c'était extrêmement bien écrit. C'est ce que j'ai aimé aussi, c'est que la plume, vraiment, ne prend pas les enfants pour des cons. Voilà, la plume est belle et bien développée. Ce livre aussi qui m'a donné envie de publier La forêt aux fleurs d'or, tu vois, d'avoir un bel objet avec une belle langue et des belles illustrations, et ça m'a vraiment convaincue. Il y a la même chose avec les Celtes, je me l'achèterai l'année prochaine, mais cette collection chez Nuit Nuit est une pépite. Voilà, autant objet que lecture, si vous avez des enfants, alors notamment peut-être pas des petits enfants, mais des enfants entre 9, 10, 11 ans, même au collège, je pense que ça peut être lu sans problème, parce que la plume était quand même assez riche. Allez-y, parce que c'était vraiment, vraiment très très chouette. Et le deuxième livre que je vais vous présenter en jeunesse, c'est Mémoire de la forêt. Alors vous attendiez à ce que j'en parle, vu mon engouement pour cette série, même si j'ai un petit peu moins aimé l'intrigue du tome 3, donc j'ai lu les 3 tomes cette année. J'ai rencontré l'auteur au salon du livre de Bondu, dont j'ai la confirmation, on y retourne cette année, qui est super, de Michael Brun-Arnaud, qui est vraiment très très gentil, et qui tenait la librairie Le Renard Doré, et en fait je me suis plongée dans l'univers pendant le salon, et j'ai adoré. Les Mémoires de la forêt, vous avez vu partout sur les réseaux sociaux, on fait un petit rappel parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne lisent pas de jeunesse. Mémoires de la forêt, c'est un livre que tu peux lire de 5 ans à 77 ans, dans le sens que c'est un livre purement jeunesse, et il faut le rappeler parce qu'il y a des gens qui ont été déçus parce que c'était jeunesse et pas violent. C'est de la jeunesse, l'école des loisirs publie pour des enfants de 7 ans, donc voilà, attendez-vous à avoir un livre qui est publié pour des enfants de 7 ans. C'est l'histoire donc de Archibald. Archibald est un renard qui est libraire dans son village, qui adore son métier. Et dans le premier tome, on suit Archibald qui va faire la rencontre de Ferdinand, une petite taupe, qui vient frapper à sa librairie, qui lui dit je voudrais récupérer mon livre, parce qu'il faut savoir que la librairie sert aussi d'endroit où les gens écrivent des livres. Et il cherche, il trouve pas, et en fait il se rend compte que quelqu'un a emprunté le livre, et donc Archibald va accompagner Ferdinand pour le retrouver, se rendant compte que la taupe est atteinte de troubles de la mémoire. Et tous les deux partent pour une aventure. Le premier tome parle de la maladie d'Alzheimer, le deuxième tome parle d'un secret de famille, c'est pas du spoil, je vais pas vous spoiler, mais qui m'a dévasté, et le troisième tome parle
la maladie est d'un autre thème, voilà, qui est en fait spoilante. Mais chaque tome parle de sujets de société extrêmement importants. Alors, c'est des livres sur leur thème qui vont ne pas plaire à tous les parents. Voilà, parce qu'il y a des parents qui sont assez conservateurs, qui ne comprennent pas qu'il faut parler aux enfants de sujets de société, voilà, qu'il faut pas non plus les surprotéger parce que ça va en faire des adultes qui vont être un peu perdus malheureusement. Et j'ai trouvé ça super parce que c'est des textes qui peuvent faire ouvrir débat et des sujets avec les parents. C'est des textes qui doivent être accompagnés dans la lecture dans le sens que les enfants risquent d'avoir des questions. C'est des textes où il y a vraiment beaucoup de représentation. C'est des textes où j'ai pleuré à chaque tome, voilà, pour le coup. Mais même si la plume est simple, elle est efficace. Moi, ce que j'aime dans Mémoire de la forêt, c'est au-delà des thèmes qui m'ont vraiment touchée, qui m'ont vraiment fait pleurer. Genre, il y a très peu de livres qui me font pleurer. Là, ça m'a fait pleurer. C'est le côté animalité, c'est-à-dire que j'ai adoré l'anthropomorphisme. Les animaux de la forêt, moi j'en suis gaga, c'est-à-dire que le thème de ma future maison c'est les animaux de la forêt, moi c'est une forêt, je vais habiter dans une forêt, voilà, pour le coup. Et moi j'adore ça, donc ça touche en fait plein de thèmes que j'aime. J'ai les illustrations de Sanoé que je trouve merveilleuses, l'objet livre est très beau, pour 15 €, c'est vraiment une pépite. Et surtout, je trouve que les histoires sont assez chouettes, faciles à lire, pas non plus trop gnangnan, c'est-à-dire que oui, c'est tire-larme, mais ça aborde des... Genre vraiment, le tome 2 est compliqué, quoi. Et le tome 3 est compliqué aussi. Ça se passe dans des saisons particulières, on redécouvre un univers très riche, c'est-à-dire qu'il y a plein d'animaux différents avec des tâches différentes. Ça me fait penser aux copains de la forêt. C'est peut-être pour ça aussi que j'adore ce livre, parce que quand j'étais petite, je jouais aux copains de la forêt. J'adorais les copains de la forêt. Et en fait, c'est ça, c'est les copains de la forêt. C'est-à-dire qu'il y a une petite chouette qui livre le courrier, il y a un petit renard. En fait, les copains de la forêt, c'était un grand arbre avec des petits jouets qui étaient magnifiques, où les animaux, en fait, avaient des boulots, étaient habillés et tout, ils étaient humanisés. Et c'est exactement... Mais je pense que c'est ça, c'est mon côté copain de la forêt. De toute façon, il y a 2 livres où c'est clairement lié à l'enfance. Moi, c'est clairement lié à des trucs qui sont des passions pour moi. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré parce que c'est un mélange de douceur, de questions et d'univers qui est travaillé. Quand on travaille dans le monde du livre, quand on aime les métiers du livre, forcément ça nous parle parce qu'on est face à un libraire, genre tout est fait pour plaire à un lecteur comme moi, voilà, le bouquin a été fait pour ça, et a été fait pour beaucoup de gens, genre ça a été un coup de cœur pour beaucoup de monde, beaucoup d'attentes, mais attendez-vous à ce que ça soit un livre pour les enfants de 7 ans, voilà, vous attendez pas à William Shakespeare non plus. Gros coup de cœur, hein, je pense que c'est dans mon top 3 de cette année, c'est Cité diaphane d'Anouk Faure. Alors, Cité diaphane, j'ai adoré. C'est un univers qui s'inspire de Dark Souls, c'est de la dark fantasy, et moi j'adore la dark fantasy, et je peux vous dire que j'ai aimé une dark fantasy, ce qui n'est pas forcément le plus commun chez moi. Alors, Cité diaphane, c'est l'histoire d'un archiviste qui va partir pour une cité abandonnée, où il va essayer de savoir ce qui s'est passé, et là-bas il va rencontrer 2-3 personnes qui sont encore en vie, il souhaite rencontrer la princesse, qui est le seul personnage qui reste vivant. Faut savoir qu'il faut pas prononcer les noms, parce qu'il y a des fantômes qui peuvent ressurgir, c'est une cité qui est vraiment... qui était grandiose et qui se décrépite, et l'eau transporterait des maladies, bref, on est dans un truc un peu désolé, et au-delà de ça, en fait, dans la première partie, on va vite apprendre que c'est l'histoire de frères et sœurs maudits, d'une certaine manière. J'ai adoré la plume que j'ai trouvée, alors c'est une plume particulière parce qu'elle est très... elle est très archiviste, elle est très dans l'archivisme. Du moins, c'est une plume développée qui peut paraître lourde pour certains. Moi, j'ai adoré. C'est un vrai style chez Anouk Faure qui est super. J'ai adoré l'ambiance du texte parce que, au-delà de la dark fantasy, c'est quasiment du gothique. Tu vois, pour exemple assez fort, en fait, il y a énormément de réinterprétation de créatures et ça, c'est aussi un point positif. Par exemple, il y a des licornes, mais les licornes, elles sont noires dans le texte. Il y a des centaures, il y a plein de mythologies qui sont réinterprétées. Des créatures qui rappellent vraiment Dark Souls dans l'espèce de truc un peu effrayant et en même temps beau. En même temps, c'est vraiment beau et effrayant. Des histoires touchantes, des histoires... C'est pareil, c'est des textes où il y a des gros cliffhangers. Il y a plusieurs fois où ça m'a énormément surprise. Voilà, je m'attendais pas du tout à ce que ça se développe comme ça. J'ai aimé le côté... quasiment pas plaintif, mais où t'as l'impression que tout le monde gémit de douleur. Tu vois, quand tu lis ce livre-là, t'as l'impression que c'est la douleur, que tu ressens un truc. L'ambiance est folle en termes
de trucs un peu glauques et de gothique. Voilà, vraiment, il y a une ambiance qui est un peu indescriptible. La fin est très surprenante, peut partir un peu dans tous les sens, mais moi j'ai adoré, j'ai été convaincue. J'ai adoré aussi l'histoire sous-jacente, les thèmes qui sont abordés que je ne vais pas vous dire parce que c'est du spoil, mais le plot twist est quand même très bien trouvé et le texte en fait change totalement de biais après. Les bâtiments, tout est... En fait, les descriptions sont ouf, vraiment, si t'aimes vraiment ces univers un peu sombres, si t'as aimé Berserk et tout, je pense que ça peut te plaire pour ça. J'ai adoré ça. C'est un texte qui m'a beaucoup marqué, je m'en souviens énormément alors que je l'ai lu quand même il y a plusieurs mois. J'adore aussi le travail esthétique du livre parce que j'adore l'Argile déjà de base, mais c'est Anouk Faure qui a aussi illustré, son texte fait quand même grande référence, je trouve, au travail de Gustave Doré. Voilà, la couverture est sublime. Donc il y a toutes ces choses qui font que ça m'a parlé, que je trouve que pour un roman qui me semble être un des premiers romans de l'autrice, c'est vraiment très particulier. Il n'y a pas deux livres, comme dit Cité Diaphane. Et il y a un truc dans la poésie du texte, dans la poésie que ça se raconte et dans le glauque qui fait que quand t'aimes ça, ça convainc. Moi, j'ai adoré de A à Z. Et je sais que je ne suis pas la seule. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont eu un coup de cœur. Il y a beaucoup de gens qui, moi, m'ont dit en salon qu'ils l'avaient acheté sur mes recommandations et qui avaient adoré. Voilà, parce qu'il y a un truc dans Cité Diaphane qu'on ne retrouve pas dans les autres livres. Et je pense qu'il faut vous faire une idée parce que au-delà, vous serez baladé par l'histoire, mais vous serez aussi très perdu par l'univers qu'on ne retrouve pas énormément, je trouve, en imaginaire, on va dire, littéraire. Après, si vous êtes joueur de Dark Souls, les gens qui jouent à ce jeu, moi j'ai vu pas mal de let's play, on retrouve une grosse ambiance comme ça, donc peut-être que ça peut rappeler certaines choses à certains lecteurs. Ensuite, il y a Capitale du Sud de Chamanedjian qui a été un gros coup de cœur. Deuxième chose qui est liée à l'enfance, c'est-à-dire là c'est complètement subjectif, c'est le fait que ce livre, si tu aimes jouer aux Sims, tu vas adorer ce livre. Alors, Capitale du Sud, c'est donc une série un peu particulière, c'est une série écrite à quatre mains avec deux trilogies. Et moi j'ai adoré le tome 3 qui a été un coup de cœur phénoménal parce que ce tome 3, sans vous spoiler ce qui est Capitale du Sud et ce Capitale du Nord, donc Capitale du Sud on suit Nox, qui est un jeune homme au passé trouble, qui va se retrouver lié au complot politique de son pays et chassé d'une certaine manière à un moment. Et quand il va être chassé, il va être emmené dans cette tour de la garde, qui est le nom de cette série, où, comme dans les Sims, Nox va être amené à avoir cette terre qui lui appartient de base, à devoir construire une cité. Une cité de A à Z, il y a rien. C'est-à-dire qu'il y a de l'herbe, des ruines, des serpents tueurs. Voilà. Et c'est comment gérer une cité. Et je peux vous dire que pour une fan comme moi de jeux de gestion, c'est un véritable plaisir, notamment parce que ça recoupe aussi avec l'histoire d'Amalia qui est dans Capitale du Nord, et que j'ai adoré, que ça soit l'univers avec la cité, les objectifs, les problèmes que c'est de gérer une population, les thématiques du roman, c'est-à-dire qu'au-delà de cette construction de cité, c'est pourquoi elle est faite, c'est pour accueillir des réfugiés. Et donc il y a toute une dimension politique et utopique dans le texte qui est vraiment très très chouette. Il y a l'histoire de Nox aussi que j'ai vraiment aimé parce que pourtant c'était pas forcément celle qui m'avait convaincu le plus, mais j'ai adoré le fait de comment il se dépatouille pour légitimer son acte de propriété de cette terre et son grand combat final avec qui est lié à sa sœur, quoi. Et ça j'ai adoré aussi tout le monde à travers le livre qui est une sorte de monde autre monde qui se mêle à ça. Ça a été vraiment, j'ai adoré le livre de A à Z. J'aime beaucoup la plume de Chamanedjian, mais c'est vraiment une fin en apothéose. Voilà, tout a été placé au début et là tout est cool, mais le fait qu'il y ait une construction de cité, ça m'a conquis. Ça m'a conquis parce que j'adore ça et que j'avais l'impression de construire la cité avec eux d'une certaine manière et d'avoir tous ces trucs là et j'avais envie d'habiter avec eux. Genre vraiment dans ma lecture j'étais en mode ça a l'air sympa quand même. Et j'avais envie d'être là avec eux. Vraiment, c'est rare quand on a envie de se plonger dans un univers jusqu'au bout. Voilà, il y a des... Je veux dire, comme Harry Potter, moi, qui fonctionne comme ça. Là, j'avais envie d'être avec eux et ça, c'est une réussite pour moi. J'ai adoré, je vous le conseille. C'est un parti pris qui est français, donc c'est hyper chouette. Qui sort des carcans, qui est plutôt dans le contemplatif, ou du moins c'est pas une série où ça explose dans tous les sens. Série très française, parce qu'il y a beaucoup de références à la culture française dans ces textes-ci, à l'histoire française. Et c'est un parti pris aussi qui est intéressant de croiser des univers comme ça. Ensuite, je vais vous parler d'un ouvrage qui a une forme un petit peu particulière. C'est Sirène debout, disponible chez la Volte. C'est... entre l'essai, la forme, on va dire, remodernisée du conte,
et un côté un peu engagé. En fait, Sirène debout, c'est la réécriture toute simple et bête des métamorphoses d'Ovide. Alors moi, il faut savoir que j'adore la mythologie gréco-romaine. J'ai même axé mes cours à la fac sur, on va dire, la littérature latine. Et c'est vrai que je partais avec une couverture comme ça, en me disant... Bon, le sujet est intéressant. La Volte, ça peut être des récits qui sont assez complexes à comprendre. Donc ouais, je passe un petit peu à côté des textes, j'ai l'impression. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce que déjà, j'adore les réécritures de mythes. Alors, plutôt dans la vibes, on va dire Lore Olympus, Percy Jackson et ce genre de choses, pas forcément du côté de la romance ou dark romance sur le sujet, mais ce que j'ai aimé dans Sirène debout, c'est le fait qu'on ait un point de vue des agresseurs dans la mythologie gréco-romaine. C'est-à-dire qu'on va suivre plein de portraits de femmes, et je crois qu'il y a quelques portraits d'hommes aussi, me semble, dans mes souvenirs, qui sont des proies prédatées par des hommes, voilà, de la mythologie. On va retrouver énormément, par exemple, la figure de Zeus, hein, notre coureur de jupons invétéré, qui, cette fois-ci, ne séduit pas les mortels, en fait, mais les agresse. Daphné, hein, voilà, le célèbre mythe où il va lui courir après, elle va se transformer, voilà, pour lui échapper. Et donc, tout ça est fait d'un côté moderne, c'est-à-dire qu'on va être plutôt dans le présent. On va avoir des téléphones portables, notamment je sais qu'il y en avait un. Il me semble que c'est Apollon et Daphné, où c'est des échanges d'SMS en fait, dans la façon dont c'est fait. C'est des mythes autant, on va avoir le mythe par exemple de, par exemple Perséphone, tu vois, donc Cor, et qui explique sa relation avec Hadès et son oncle et ce genre de choses, c'est très glauque. Et on va autant avoir des personnages qui sont beaucoup moins populaires, moi il y a des gens que j'ai redécouverts, et c'est intéressant parce que ça reprend vraiment les mythes de base, en t'expliquant par exemple le mythe d'Arachné. En fait, ce qui est cool dans le texte, c'est que ça ne vise pas en fait que les agresseurs, ça vise aussi les personnes qui les protègent. Par exemple, dans le mythe d'Arachné, il y a une déesse qui, dans le mythe, va jalouser Arachné, donc la maudire, et en fait, ça va être aussi pour démontrer qu'il y a des gens qui soutiennent les agresseurs et ce genre de choses. Le texte est assez moderne et assez bien fait. Et je trouve qu'il est assez fait en nuances, même si tu sens l'engagement derrière en mode, voilà, on dénonce ça, la mythologie gréco-romaine repose sur des bases de non-consentement et d'agression à travers les textes. Mais le fait de le mettre du point de vue moderne et voir que c'est ancré dans les sociétés pendant longtemps, c'est assez ouf parce que Zeus, tu le présentes souvent comme un coureur de jupons, mais tu vois pas forcément l'envers du décor. Voilà, avec ça. Et j'ai aimé redécouvrir des mythes. J'ai aimé aussi redécouvrir des mythes que je connais bien et avoir une façon de les décrire assez originale. Moi, il y en a un qui m'a énormément marqué, qui est un peu dans cette vibe-là, et je trouve que c'est ça la nuance du texte sur quelque chose qui aurait très, très binaire en mode agresseur-agressé. Là, t'as un mythe avec c'est une dryade, il me semble, qui n'est pas... qui se fait poursuivre par Zeus, en fait, et Zeus l'agresse, et c'est une des nymphes qui est avec Artémis, et quand elle revient voir Artémis, tu sais, elle est violentée et tout, elle pleure, Artémis la chasse en disant qu'elle n'est plus pure et qu'elle n'a plus la pureté de rester à côté d'elle et tout. Bref, ça dénonce aussi énormément de choses là-dessus et j'avais adoré ça, j'avais adoré la plume, le sujet, les mythes bien travaillés et surtout la remodernisation. Alors parfois ça l'est plus ou moins, hein. Parfois c'est vraiment voilà, du moderne avec téléphone, parfois c'est plus le point de vue de ces femmes-ci, voilà, en mode voilà, vous avez cette part de légende, moi je vais vous raconter mon histoire, et ça c'est vraiment intéressant parce que ça donne la parole en fait à des gens dont on les a privés de parole. Il y avait eu un petit peu ce côté avec un autre texte d'Ovide qui tournait plutôt sur un échange de lettres avec les grandes figures en fait d'amour. Et moi je l'avais étudié à la fac, j'avais adoré ce texte-ci, c'était un des textes que j'ai le plus aimé on va dire dans ces cours-ci. En fait, t'avais un texte qui m'avait énormément marqué, parce que c'est beaucoup sur les relations amoureuses, alors t'en as, c'est des relations tragiques et ce genre de choses. Là, il y avait le mythe d'Ariane, et je me souviens, parce que quand je l'avais lu, je me suis dit, putain, on n'a pas l'impression, quand tu étudies Ariane, tu sais, c'est juste la nana qui donne le fil. Et en fait, elle te raconte qu'elle a aidé Thésée à battre le Minotaure, elle lui a donné son fil et tout. Tout ça pour que Thésée l'abandonne sur une plage et qu'il se marie avec sa sœur, tu vois. Et la mythologie est super cruelle. Et en même temps, les mythes étaient faits aussi pour donner des instructions aux hommes, aussi pour parler un peu de la société de l'époque. Et donc c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir ces points de vue-là, de remoderniser et de redonner la voix. Donc moi j'ai adoré.
Pour le coup, c'est assez violent, hein. C'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a des scènes où c'est explicite, il y a des scènes où on subit l'agression, il y a des scènes où les personnages racontent voilà, ça, mais je trouve que la façon dont c'est fait est plutôt intelligente et vraiment, si t'aimes la mythologie, ça va te permettre de redécouvrir la mythologie dans quelque chose de plus intéressant. Tu vois, ça m'avait fait rire, mais quand j'avais lu Percy Jackson, donc à un moment il parle de Perséphone et d'Hadès dans le premier, et Perséphone fait comprendre qu'elle s'ennuie avec Hadès, voilà, ils sont mariés de force et tout, et en fait il te mène un peu le truc sur, pas l'humour, mais c'est pas vraiment, tu vois, décrit, et ça montre pas en fait l'horreur qu'il y a, parce que moi j'ai beau aimer leur Olympus et tout, ça reste quand même un oncle qui kidnappe sa nièce, tu vois. Donc c'est vraiment chouette, je vous le conseille. Voilà. C'est un petit texte, hein, il y a quarantaine de personnages. Ça parle aussi de la question de la place des femmes dans les sociétés et tout. C'est vraiment très très chouette. Et aussi, ça parle aussi il me semble, des hommes qui sont là pour les aider aussi. Donc voilà, c'est nuancé. Ce manga m'a énormément marqué parce que on me l'avait vendu d'une certaine manière. Je m'attendais à une certaine chose. J'ai arrêté de lire ce genre à cause de ça et j'ai été surprise et je vais même le requalifier pour que ça soit un peu plus vendeur. Je vais vous parler de In This World, qui est un manga classé généralement dans le yaoi. Donc yaoi, c'est des mangas qui sont plutôt orientés sur des relations homme-homme, plutôt en général des petites relations d'amour et ce genre de choses, et il y a toujours des thématiques. C'est un genre que j'ai énormément consommé quand j'étais plus jeune. Arrêté d'en consommer au moment où j'ai pris beaucoup plus conscience des questions de consentement, parce que c'est un genre qui est vraiment porté sur le syndrome de Stockholm, sur le non-consentement et les agressions. Il faut dire ce qui est, hein, ça a été très très dans les années 90-2000, très présent dans ces yaoi, et j'en ai conscience, hein, il y en a que j'adore mais qui sont extrêmement problématiques. Et donc je m'en suis éloignée et j'ai une amie à moi qui est très 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 grande consommatrice. J'ai rarement vu quelqu'un qui avait une bibliothèque aussi fournie de yaoi, et qui m'a dit il faudrait que tu le lises, je te le prête parce que c'est une série, je pense, qui va te plaire. Et ça faisait des années qu'elle me tentait parce que j'adore l'esthétique et que on m'avait dit que c'était un petit peu thriller sur les bases. Pour moi, c'est du thriller avec du yaoi et pas l'inverse. C'est donc l'histoire d'un un peu complexe, et je vais m'arrêter au tome 1 parce qu'il y a une énorme cliffhanger au tome 1 qui fait que le manga est pas problématique et qui fait le génie de ce manga. C'est l'histoire donc d'un psychiatre, d'un médecin qui travaille à l'université, il me semble, qui est appelé par la police, voilà, pour l'aider sur une enquête parce qu'il y a un tueur en série. Voilà, qui fait des victimes d'une façon assez particulière, avec un mode opératoire particulier, et ils font appel à lui parce qu'il est spécialisé, on va dire, un petit peu dans tout ce qui est criminologie et ce genre de choses. Le truc, c'est que ce médecin en question fait des rêves tous les soirs où il est agressé, torturé par un homme, voilà, et il va être envoyé donc dans une maison à la rencontre du tueur qu'on a arrêté pour lui faire une analyse psychologique. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Ça m'a retourné le cerveau parce que le cliffhanger de fin, c'est très très bien écrit. Alors, le manga est très long en publication, mais c'est toujours extrêmement bien écrit, et les tomes vont à ce que c'est vraiment excellent, voilà, de bout en bout. C'est un manga qui, au niveau policier, est assez réussi parce qu'on est sur une sorte d'enquête de tueur en série, de découvrir qui fait quoi, avec des cliffhangers partout. C'est extrêmement beau esthétiquement. Alors, comment vous dire ça? Les dessins sont très beaux, ce qui est raconté dedans l'est beaucoup moins, mais la façon dont c'est fait, les visages, les corps, les paysages, moi j'aime beaucoup cette esthétique-ci, et c'est ce que j'ai aimé, c'est que ce que j'ai reproché beaucoup au yaoi pendant longtemps, c'est que le yaoi banalisait une certaine forme de relation, c'est-à-dire que les yaoi sont écrits par des femmes pour des femmes. Marketingment parlant, c'est comme ça. Il y a une sorte de fascination pour l'homosexualité masculine, notamment par un jeune lectorat féminin. Et ce qui fait que les relations qui étaient établies reposaient surtout sur des relations clichés hétérosexuelles. Je m'explique. Souvent, ce qu'on appelle, alors je déteste qu'on dit ça, mais les dominants-dominés, ça fonctionne comme ça beaucoup dans les yaoi. Grands, puissants, voilà, avec de l'argent et ce genre de choses, c'est des personnes, voilà, avec des physiques assez impressionnants. Et on avait forcément des hommes qui étaient plus
soumis, plus délicats, avec des physiques beaucoup plus féminins et quasiment androgynes. Donc ce qui était pas forcément, à mon sens, une très bonne représentation des romances homosexuelles, parce que ça banalisait des clichés, et ça c'est pas forcément fou. Et ce que j'ai aimé dans celui-ci, c'est que c'est pas du tout le cas. Du genre là, on a une relation entre deux hommes adultes, voilà, et c'est vraiment bien fait. Vraiment, c'est vraiment extrêmement touchant. Moi, ça m'a foutu les boules pendant plusieurs pages, parce que la romance est très bien construite, c'est fou. Voilà, quand je vous dis ça, vous allez pas comprendre, mais c'est vraiment... En fait, le fait que ça soit consenti et qu'il n'y ait pas de problème là-dessus fait le génie du manga. Et le policier, comme je vous ai, est palpitant. On a envie de savoir ce qui se passe à chaque fois, on a envie d'en savoir plus. La romance est super, les personnages sont bien écrits, ont des points forts et des points faibles, ont des qualités, des défauts, sont pas toujours agréables, et la relation entre les personnages est bien ficelée. Et... voilà, le seul truc que je tiens à dire et à répéter, ce n'est absolument pas à mettre entre toutes les mains, même des mains adultes, parce que énormément d'agressions dans le texte qui sont explicites et très visuelles. Voilà, il y a des agressions et de la torture. Voilà, donc il faut... Moi, ça m'a un peu... J'étais en mode... Voilà, c'est un peu choquant, mais c'est ça qui est marquant et qui... Voilà, tu sais que là, t'es sûr du truc d'un certain niveau. Alors forcément, t'as des choses pires en yaoi, mais voilà, c'est extrêmement violent. Mais le truc est vraiment bien pensé. Je pense que c'est un des meilleurs yaoi que j'ai lu de ma vie. Voilà, parce que il casse les clichés, il est consenti, et que l'enquête policière est chouette, et il y a un côté thriller haletant, et on a toujours envie de savoir la suite. Le seul défaut, c'est que ça met énormément de temps à sortir, voilà. Mais je vous conseille absolument, si vous êtes un public averti, plutôt amateur du genre, sachez que la partie policière et romance est assez mêlée, mais le policier prend quand même énormément de place, quoi. Ensuite, giga coup de cœur, je pense que si je dois les classer, je peux même pas les classer, mais je pense qu'il est aussi dans mon top 3, celui-ci aussi. C'est Nous parlons depuis les ténèbres, c'est ça il me semble le titre. C'est Nous parlons depuis les ténèbres. Alors c'est un collectif d'autrices. Alors moi j'aime déjà le projet, le texte, le visuel, j'ai adoré. C'est un collectif donc qui a été lancé par les éditions Go-Auteur, qui voulait mettre en avant un regroupement d'autrices féminines dans l'imaginaire d'horreur. Dans l'horreur. Faut savoir que l'horreur en France, c'est un sous-genre. Alors à mon sens, c'est quand même sûrement le sous-genre qui est le moins bien aimé, c'est-à-dire qu'on a assez peu de choses qui sortent vraiment en français horrifiques, et surtout ça a extrêmement mauvaise presse, hein. C'est comme les films d'horreur, hein. C'est un peu le même genre de bail, sauf que c'est beaucoup moins partagé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir des films d'horreur, beaucoup moins de gens qui lisent des livres d'horreur. Moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. Je vous conseille encore la chaîne de Jodie, hein, Les Livres de la Crypte, qui est spécialisée là-dedans. Mais c'est un genre qui me fascine assez, parce que moi j'aime le gothique et ce genre de choses. J'en ai lu quelques-uns. Et en fait, nous parlons depuis les ténèbres. Ce que j'ai adoré, c'est que c'est mettre un pied dans la fourmilière en notant qu'il y a un énorme sexisme en France avec les autrices. Faut en avoir conscience, il y a beaucoup d'autrices qui en parlent, ça se voit dans les festivals. Ça tend à changer parce qu'il y a eu des gros clashs pendant un moment, mais en France, il y a quand même le cliché persistant, notamment dans l'imaginaire, que les actrices écrivent de la jeunesse. Et c'est pas un cliché quand je vous dis qu'il sort de ma poche, c'est-à-dire que moi je le vis au quotidien. Quand on est sur des salons, moi les gens partent du principe automatiquement que c'est de la young adulte. Voilà, parce que je suis une femme, et notamment ça a été le cas avec Émilie, quand on tournait en salon, les gens pensaient que c'était de la young adulte, ils avaient du mal parfois à croire que c'était de la littérature adulte. Les objets maudits par exemple, c'est de l'horreur, c'est de l'horrifique, et les gens sont toujours surpris, mais ça se voit à leur visage, on dit c'est de l'horrifique, et quand on dit que c'est une femme, ou quand il y a Émilie qui est là, tu vois dans le regard ou dans l'expression que les gens sont surpris que les femmes écrivent de l'horreur. Ce qui est totalement con, sachant que les grandes maîtresses de l'horreur restent quand même des femmes, hein. Je veux dire, il y a des hommes aussi, mais quand tu prends historiquement parlant, le premier livre de science-fiction qui est quasiment horrifique, c'est Frankenstein. On prend un des livres qui est considéré comme le plus effrayant,
c'est quand même Shirley Jackson. Donc il y a énormément d'autrices plutôt étrangères qui brillent, mais en France, on a ce problème-ci. Et donc c'est un peu un pied de nez à ça, en disant, regardez, il y a des autrices françaises, elles ont une voix, elles savent écrire de la littérature adulte et horrifique. C'est pas du tout un déclassement de la littérature jeunesse, c'est juste le cliché persistant que comme on est des femmes, on doit écrire pour les enfants parce qu'on est lié à la maternité. Ce qui est absolument absurde et dégradant à mon sens. Mais de tout ça, pas là pour... je pars, voilà. Je ne suis pas là pour cracher là-dessus, mais le principe me plaisait. L'esthétique, les couvertures sont faites par Anouk Faure, j'ai adoré. Alors, faut savoir que c'est quelque chose, alors pas forcément avec ce thème-ci, mais qui va être repris, c'est-à-dire quand j'en avais parlé avec l'éditeur, qu'il aimerait bien faire des espèces de petits recueils de nouvelles comme ça sur des thématiques un peu précises. Et donc, on va retrouver dans ce texte autant des autrices comme Estelle Faye, Aurélie Wallenstein, Floriane Soulas, des autrices qui sont plus ou moins connues, des gens qui travaillent notamment pour certaines maisons d'édition et ce genre de choses, ça permet de découvrir des nouvelles plumes. Et ce que j'ai aimé dans ce texte-ci, c'est, au-delà de la mise en avant, c'est la diversité des textes proposés. On va avoir de l'imaginaire, hein. Par exemple, Aurélie Wallenstein va écrire un texte abominable avec, pour parti pris, un monde où il y a des gens qui sont malades et des gens qui sont en bonne santé. Et les gens qui sont en bonne santé vivent dans des cités assez riches et prospères, et tous ceux qui sont malades se vivent en péril de la société. Et les enfants entre 12 et 18 ans, il y a une espèce de rafle qui est organisée, et on sait pas ce qu'ils deviennent, mais on se doute bien qu'ils en reviennent jamais, tu vois. Et on suit la jeune fille qui va être raflée et qui va se venger du sort qui lui est réservé. C'est très glauque, hein. C'est vraiment de l'horreur. Donc voilà, on a ces trucs-là, on a un texte que j'avais beaucoup aimé sur la légende de la sirène en Écosse, voilà, beaucoup de choses, et il y a des choses qui sont moins dans l'imaginaire. Par exemple, celle qui m'a énormément convaincue, je crois que le nom c'est Nous aimons les enfants, quelque chose comme ça, part pour principe de suivre un homme qui est directeur d'école et qui est beau-père ou père, qui a une vie de famille assez saine, qui est très respecté de ses collègues et ce genre de choses, et en fait qui aime les enfants, voilà. Et ça prend des proportions, en fait c'est l'horreur dans la vie, en fait l'horrifique, il est pas qu'imaginaire, et le pire qui soit, c'est l'horreur qu'il y a dans le monde dans lequel on vit, quoi. L'horreur que ton voisin peut faire et que tu sais pas. Et le texte est abominable, mais vraiment bien fait. J'avais beaucoup aimé ça, donc à chaque fois, il y a des thèmes communs. Et ce que j'ai aimé, c'est que ça met en avant des autrices qui ont plus ou moins de visibilité, et c'est chouette. Vraiment, ça a été une très bonne lecture. Ça permet de découvrir des plumes extrêmement différentes, avec des ambiances différentes. Et moi, il y a des gens que j'ai envie de lire grâce à ça un peu plus, tu vois. Parce que j'avais pas forcément eu l'occasion de les lire dans tel ou tel genre, ou même tout simplement de les lire et de me dire, ah, j'ai envie. Et en même temps, il y a des... Bah, tu vois, la nouvelle d'Aurélie Wallenstein, j'aurais trop envie qu'elle fasse un roman avec ce thème-ci, parce que j'ai adoré le thème. Je trouvais ça super chouette. Donc c'est un peu frustrant, mais c'est toujours comme ça, les nouvelles. Moi, j'adore les recueils de nouvelles, hein, c'est ma nouvelle passion. Mais je vous le conseille parce que ça se lit très bien. Vraiment, c'est une pépite. Et en plus, vous soutenez quelque chose qui est quand même important en France, c'est-à-dire la visibilité des autrices qui sont pas toujours très bien mises en avant, surtout dans les domaines de l'imaginaire, par exemple. Ensuite, celui-ci, je savais pas... En fait, j'avais hésité à vous parler d'Agatha Raisin parce que j'avais adoré le tome 1, mais j'en ai lu 4 pour l'instant et c'est quand même assez en dents de scie. Donc en fait, je vais simplement vous parler du Cozy Mystery. J'ai envie plutôt de vous parler des détectives du Yorkshire parce que sur la longueur, c'est sûrement celui que j'aime le plus maintenant. C'est, je pense, celui... En fait, c'est une série qui est un peu... J'ai lu 9 tomes hein, cette année, j'ai lu 8 tomes cette année de cette série. Il en est que c'est construit bizarrement, je vous aurais dit les 4 premiers tomes. C'est sympa mais pas plus, et en fait c'est juste les 4 derniers qui enclenchent l'histoire et on est dedans. Les détectives Yorkshire, c'est de la cozy mystery, donc c'est on va dire un petit peu du policier à la Barnabouille, à la Barnaby, ce que j'adore, et on va suivre donc un duo. On va suivre Samson qui retourne dans son village de Burcliffe, je crois que c'est ça le nom du village, qui est dans la petite contrée de l'Angleterre, qui est parti du jour au lendemain quand il était assez jeune, après une dispute avec son père, qui a fait sa vie comme flic, et malheureusement pour lui, il va lui arriver une affaire assez chiante, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui le dénonce pour corruption, alors que c'est pas du tout le cas, voilà, il se fait un peu berner, et il retourne dans son village pour se planquer. Et dès qu'il revient là-bas, il fait face à Delilah. Delilah a une vie un peu compliquée. Elle a perdu son frère en Afghanistan, frère qui était le meilleur
meilleur ami de Samson quand ils étaient jeunes, et qui en plus a perdu son mari. Du moins, son mari s'est barré avec une autre femme, sachant que celui-ci l'avait poussé à créer une agence matrimoniale et ce genre de choses. En fait, il l'a mis dans la merde financière, elle a une entreprise qui est un peu dans la galère, voilà, dans la crise, donc c'est forcément je me suis un peu identifiée au personnage parce que il n'y a pas tant de petits chefs d'entreprise et on en parle quand même un peu dans le bouquin, donc c'est assez cool. Et tous les deux vont être un peu liés dans le sens que les gens qui s'inscrivent dans son agence matrimoniale dans le tome 1 se retrouvent à être tués ou disparaître. Donc Samson va enquêter parce qu'il ouvre une petite agence d'enquête. Et au fur et à mesure du récit, alors les 4 premiers tomes, c'est vraiment de la mise en place d'univers. C'est un village, tu vois, vraiment t'as plein de personnages, c'est assez drôle et assez touchant. C'est de la slow burn romance, c'est-à-dire que on fait un petit bisou à partir du tome 7, rien de choquant. Voilà, mais en même temps, elle est pas très présente, tu vois, c'est mignon et elle est pas très présente, c'est plus l'enquête et la relation des personnages, donc ça c'est chouette. Et à partir du tome 4, en fait, t'as tous les gros nœuds de l'histoire qui commencent à être dénoués. On avance sur le pourquoi Samson se retrouve dans ça, on avance avec certains personnages, même Delilah et ce genre de choses, donc j'ai aimé. C'est un mélange de petit récit en Angleterre, moi j'adore l'Angleterre, il y a ça aussi. 2 personnages attachants, c'est violent, mais en même temps les gentils meurent jamais vraiment. Donc voilà, on n'est pas en mode mon dieu, c'est sanguinolent partout. C'est assez drôle, pas forcément parce que ça fait de l'humour, mais par les situations. C'est-à-dire que on a par exemple la femme de ménage de l'agence, Ida, qui est adorable, qui enquête avec des jogging léopards dans la ville, qui va fouiller un petit peu partout. On va avoir par exemple un monsieur qui est fermier, qui pète des plombs pour ses moutons. Bref, c'est des personnages, c'est des hauts en couleur. Et ce qui fait que parfois c'est un peu caricatural, mais c'est sympa. Et au-delà de ça, je trouve que le livre est assez ouvert d'esprit sur pas mal de questions. Il y avait plusieurs fois où j'étais en mode je sais pas trop, tu vois, et en fait ça passe très très bien. Donc c'est assez cool, les personnages sont attachants et en plus les enquêtes sont quand même travaillées en fond, c'est-à-dire que c'est pas Agatha Raisin, c'est plus on suit les aventures d'Agatha avec une petite enquête, là c'est plus l'enquête et le travail des histoires et tout, donc j'étais obligée de vous en parler parce que ça a été une de mes très bonnes lectures de cette année. Je crois que le tome 9 doit sortir, est sorti ou doit sortir, mais je vais sûrement le lire prochainement, et voilà. Et enfin, alors je pense que ça c'est mon top de top. Ça m'a fait un bien fou de lire ce livre parce que ça fait, comme je vous dis, ça, avant j'avais beaucoup de coups de cœur, mais aussi parce que je commençais à je commençais à découvrir la fantasy. Je découvre la fantasy depuis que j'ai 12 ans, donc c'est pas voilà. Mais j'avais encore, il y a encore 4 ans, beaucoup de livres de sagas d'imaginaire un peu cultes que j'avais pas lus, des choses qui me plaisaient, hein, des auteurs comme Abercrombie et tout qui m'ont séduite, et je retrouvais pas forcément ça dans mes lectures. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un truc en me disant oh, c'est tout ce que j'aime, tu vois, ça regroupe, je passe un moment, c'est un kiff de fou. Et L'ombre des dieux. Alors, j'avais beaucoup d'attentes aussi sur ce livre-ci, et c'est pour ça que je suis contente, parce que le sujet me plaît, et ça ne m'a pas déçue, j'avais très peur de ça au début. C'est de John Gwynne, qui a écrit Les Terres Bannies. Alors, Les Terres Bannies, j'aime bien, mais c'est quand même un peu de young adulte. Il y a quand même une vibe young adulte et tout, et donc je me suis dit, oh, j'espère qu'ils vont pas nous faire de la mythologie nordique un peu comme ça, sachant que ça a été vendu un peu comme de la dark fantasy. L'ombre des dieux, c'est un mélange de dark fantasy, de réinterprétation de mythologie nordique et de kaiju. Vous allez vous dire. C'est-à-dire que on suit trois points de vue principaux. Le premier, c'est l'histoire d'une femme qui a un fils et un mari, qui a un passé trouble, on n'en sait pas trop, qui vit dans les montagnes. On est dans un monde où les dieux ont chuté, le Ragnarok, alors il n'appelle pas ça comme ça, mais est arrivé, et où les monstres ont un peu disparu, mais il reste des créatures très dangereuses pour les humains, hein, qui bouffent les dents des gens, donc c'est un peu horrible. Mais le monde dans lequel on vit est pas sécure, quoi. Et en fait, son fils va disparaître. Elle va partir à sa recherche parce qu'il y a plein d'enfants qui disparaissent, et que quand tu commences le roman, ils sont dans une chasse et il y a un espèce d'énorme monstre qui sort des bois et ils essayent de savoir ce qui s'est passé. On a un point de vue avec un ancien esclave qui s'est libéré de ses chaînes de façon assez violente, qui avait une sœur, elle-même aussi emprisonnée, et qui sent que sa sœur est morte et qui va tout faire pour savoir ce qui s'est passé, en faisant appel à une sorte de sorcière qui est présente dans le texte. Voilà, le système de magie est encore un peu flou dans le tome 1, mais on sent que c'est une grosse introduction, mais c'est génial.
Et on suit ensuite la fille d'un reik, voilà, un espèce de jarl, tu vois, qui s'est affranchi de son papa parce voilà, elle a pas envie de suivre forcément la vie qu'il voulait, et est rentrée dans ce qu'on appelle une sorte de troupe chiens de guerre. C'est des chasseurs de primes. Et dans la mission qu'on suit, ils chassent des berserkirs, donc c'est des créatures, c'est des hommes qui ont lié avec la magie et les monstres, et ça c'est banni, du genre ils sont chassés. Et tout ce monde-là, en fait, est plus ou moins lié. C'est un monde où il y a beaucoup de monstres. Et j'ai adoré ça. Parce que les livres de monstres, on n'en a pas tellement en fantasy, du genre des vrais monstres. Tu vois, je vais pas vous spoiler, mais quand on parle de monstres qui font quasiment 10 mètres de haut, quoi. C'est fou, c'est titanesque. Les créatures sont effrayantes. Ça bouge, tu t'ennuies pas une seule minute. Les personnages sont bien écrits. Il y a des portraits de personnages, notamment la mère de famille, tu vois, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus en imaginaire. Beaucoup de secrets, de mystères. L'ambiance est folle, il y a de la politique qui se met en place avec une sorte de reine qui essaie d'étendre son pouvoir sur le monde entier. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est vachement agréable. Par exemple, des auteurs comme John Gwynne qui sont capables d'écrire des personnages féminins assez cool. Et j'ai lu une interview de lui en fait en disant que c'était un vrai parti pris pour lui parce qu'il avait envie d'écrire des personnages féminins forts et que voilà, c'est quelque chose auquel il tenait. Et tout est bon parce que en fait, t'as énormément de références à la mythologie nordique. Si tu les as pas, c'est pas grave, parce que tu as passé un bon moment, tu vas te dire c'est un univers de fantasy. C'est pas les noms des dieux, mais il y a énormément de références à la mythologie, au système de vie, aux armes. De toute manière, il y a beaucoup de noms qui sont nordiques, il y a un lexique à la fin, parce que faut savoir que John Gwynne est amateur de JDR en grandeur nature, il fait ça avec ses fils le week-end, et donc il est passionné de mythologie nordique, mais j'aime bien prendre pour exemple, par exemple, à un moment il se rend dans un endroit où il y a une espèce de troll qui a la tête coupée. C'est un peu le conseiller d'un jarl qui va répondre à ses questions, et ça c'est une référence totale à Mimir, qui est le dieu de la sagesse, du savoir, qui est un dieu qui a la tête coupée, et c'est les trois normes qui abreuvent sa source. Voilà, donc il y a énormément de références à ça, c'est très très chouette, hein. Vraiment, quand t'aimes ça, c'est un kiff total. J'ai adoré. C'est sombre, c'est sanglant, ça découpe dans tous les sens. Les personnages sont badass. En fait, ça me fait penser un peu à Abercrombie. Voilà, si vous avez aimé Abercrombie, je pense, même un peu Poudre-Mage et tout. Un Poudre-Mage est un peu moins violent, mais ça me fait penser un peu cette fantaisie à la Scott Lynch, cette fantaisie à la Abercrombie et tout qu'on aime. Voilà, où ça découpe un peu et qu'on adore ça. Mais si je dois le comparer à un autre texte, je dirais que ça a une grosse vibe d'Abercrombie et c'est ça que j'ai adoré. Donc voilà, mon petit top 10. Alors bien sûr, il y a eu des grosses déceptions cette année. Il y a même des livres qui m'ont mis hors de moi, mais on en parlera rapidement. Mais ça sert un peu à rien. J'ai quand même eu beaucoup de lectures qui étaient moyennes. L'année prochaine, ça va pas mal changer parce que je vous en parlerai la semaine prochaine, mais il y a des changements sur mes services presse, il y a pas mal de trucs où je me sentirai moins forcée de lire certaines choses. Et en même temps, j'ai très hâte de découvrir de nouvelles lectures, de choses que je choisirai un peu plus, et de savoir un petit peu si le monde de l'imaginaire va se bouger un peu les fesses. Dans le sens que quand tu aimes la fantaisie adulte, en ce moment, c'est très compliqué. Parce qu'il y a plein de choses qui font que la fantaisie adulte c'est un peu moins cool ce qui sort qu'il y a 5 ou 6 ans, voilà, pour les gros amateurs, et bien sûr il y a des très bonnes choses qui sortent, mais voilà, c'est un peu chiant pour ça, mais j'ai très hâte de savoir, vous, votre top de meilleures lectures, voilà, comme ça je me prends des inspirations pour l'année prochaine. Sachez qu'il y a pas mal de livres là que j'ai notés, et même des livres que je lis grâce à vous, et c'est important pour moi aussi d'avoir votre avis, parce que j'ai bien fait cette chaîne aussi pour ça, et vos tops, ça m'éclaire un petit peu toujours pour savoir, même si il y a des livres qui reviennent, s'il y a des choses où je me dis il y a des tendances et tout. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. On quitte cette maison pour une autre. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup de suivre les vidéos encore cette année et à la prochaine.